évoquer la résistance de la SNCF pendant la guerre, c'était faire surgir l'image de cheminots unis par d'indéfectibles liens et engagés dans une lutte tantôt discrète, tantôt spectaculaire, dont la SNCF aurait été partie prenante. En somme, la direction de l'entreprise et ses employés n'auraient fait qu'un dans un même élan contre l'occupant. Il ressemble à mon train de déportation, mais je ne saurais dire si les matériaux et si les couleurs c'était exactement les mêmes. À partir des années 1980, la représentation d'une SNCF résistante est écornée, puis vigoureusement contestée par des questionnements sur sa responsabilité dans la déportation des Juifs de France. L'image de la SNCF résistante cède alors la place à celle d'une SNCF suspecte de collaboration. La résistance à la SNCF a-t-elle été aussi intense et généralisée qu'on le pensait ? Dirigeants et cheminots y ont-ils pris la même part ? Les archives de l'entreprise permettent aujourd'hui de découvrir l'histoire de la SNCF pendant la guerre. Lorsque la guerre éclate en 1939, la Société nationale des chemins de fer français est une toute jeune entreprise. Elle est issue de la nationalisation de compagnies privées qui se partageaient jusque-là l'exploitation du réseau ferroviaire. Avec 51% des parts, l'État y est majoritaire. La SNCF est alors la plus grosse entreprise française. 1,5 million de cheminots y travaillent. Pour moi, l'esprit cheminot, m'est toujours apparu comme une très grande famille. Mon papa, quand il travaillait, je ne vais pas vous dire, mais c'était sacré le chemin de fer. Il faisait à l'époque beaucoup d'astreintes, quand il y avait des urgences, etc. Je ne l'ai jamais vu rechigner, quelle que soit l'heure, quelles que soient les conditions, c'était toujours. Mon mari, lui, il fallait pas toucher à la SNCF. Oh là là, ça allait mal autrement. Hein. Les cheminots, c'était des gens hors ligne, impeccables, des travailleurs, des gens qui aimaient leur métier. Donc, et c'était une grande famille, on était solidaires. Ça, j'ai toujours entendu ça, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, et que j'ai ressenti moi-même quand j'ai travaillé. En juin 1940, l'armée française est vaincue. L'armistice est signé le 22 juin dans la clairière de Rotonde, entre les représentants de Hitler et ceux de Philippe Pétain. La SNCF est directement affectée par la convention d'armistice. Dès l'article 13, il est stipulé que le chemin de fer français en zone occupée doit être à la disposition pleine et entière des Allemands. Le sort de l'entreprise semble illustrer la suggestion du vaincu à un vainqueur dont les exigences sont fortes et les besoins immenses. Alors là, le changement, je peux dire qu'il est colossal, parce que c'est plus du changement, c'est du bouleversement. Je suis rentrée, la première chose, je me rappelle, passer un tunnel, j'ai vu un uniforme d'un soldat allemand. C'était la première fois que j'en voyais un. Et donc, il venait tout le temps réclamer des wagons. Je me trouvais dans le service des expéditions, donc il venait réclamer des wagons et mon chef de bureau répondait toujours « Non wagon, non wagon, non wagon ». C'était chaque fois sa réponse, parce qu'il fallait très souvent faire décharger des wagons qui étaient prêts, si vous voulez, pour expédier de la marchandise, aussi bien en France, oui, même pour le ravitaillement de notre pays. Mais les Allemands arrivaient et ils voulaient disposer des wagons pour eux.
Dans un pays disloqué en plusieurs zones et traversé par une ligne de démarcation, l'importance de cette entreprise publique est décuplée. Les trains sont le seul moyen de transport. Voyageurs, marchandises, matières premières et produits agricoles, tout passe par la SNCF, qui est d'une importance vitale pour les Français, mais aussi pour l'occupant. En effet, les nazis ont besoin de la continuité ferroviaire pour poursuivre leurs opérations militaires. Le Reich libère donc la moitié des cheminots prisonniers de guerre et envoie par ailleurs dans les gares et les dépôts 10 000 cheminots allemands surveiller leurs homologues français. Ils nous gardaient, ils nous scrutaient. Ils nous regardaient vider les wagons. Ils étaient partout dans la gare. Fallait faire très attention. D'abord, il y avait un chef de gare allemand. Enfin, celui des chantiers n'était pas méchant. C'était un vieux, il avait été prisonnier, soi-disant, en 14 en France, il était heureux, enfin, non, faut pas dire, non. Mais il y avait des Allemands partout, à Versailles. La SNCF devient un outil majeur de la collaboration d'État. Elle est dirigée par 3 quadragénaires, qui sont le pur produit d'un élitisme technocratique à l'honneur et au levier de commande sous Vichy. Son directeur général, Robert Le Benneret, major de Polytechnique et de l'École des Mines, est un homme de dossier, froid et méthodique. Son président, Pierre-Eugène Fournier, ancien gouverneur de la Banque de France, réputé pour sa puissance de travail, est un parfait représentant de la haute fonction publique. Jean Berthelot, polytechnicien lui aussi, a pour devise « Technique, technique, technique ». Directeur général adjoint de la SNCF, il est nommé en septembre 1940 ministre des Transports. Le gouvernement de Vichy s'engage dans une collaboration zélée avec l'occupant. Parallèlement, il met en place une politique qui lui est propre. Le premier statut des Juifs rédigé à l'initiative, sous l'autorité et la signature de Philippe Pétain, est publié au journal officiel du 18 octobre 1940. En application de ce statut, les Juifs doivent être exclus des grands corps d'État, de la fonction publique et des postes de direction des entreprises publiques, dont la SNCF. Ces dispositions posent un problème à la direction de la SNCF. Comment renoncer au service des ingénieurs juifs ? Le président de la SNCF, Pierre-Eugène Fournier, propose alors que les directeurs juifs, dont les compétences sont indispensables, tels Henri Lang, chargé de l'électrification de la ligne Paris-Lyon, soient affectés à des postes subalternes. Au même moment, Pierre-Eugène Fournier est nommé à la tête du service du contrôle des administrateurs provisoires. Il va donc, pendant quelques mois, cumuler sa fonction de président de la SNCF avec la direction d'un service qui a pour tâche de déposséder les Juifs de leurs entreprises. Les ressources françaises sont systématiquement pillées par l'occupant. Des centaines de trains chargés de matières premières et de denrées alimentaires partent ainsi quotidiennement vers l'Allemagne. Ils sont prioritaires. Mais les autorités allemandes demandent désormais l'envoi vers le Reich de 5000 conducteurs de locomotives et de 6000 ouvriers d'atelier. La SNCF freine autant que possible l'envoi en Allemagne tant du matériel roulant que du personnel dont elle a cruellement besoin pour l'exploitation du réseau ferré français. Pour conserver ses effectifs, le président Fournier propose alors de former des chômeurs qui sont volontaires pour partir en Allemagne. Alors, monsieur Lefebvre, voilà la dame du jour. Vous étiez dans le chômage ? Un bon moment, oui. Depuis combien de temps ? Je suis marié 2 ans. Vous êtes marié, vous avez beaucoup d'enfants ? Je suis marié, j'ai 6 enfants. Dès janvier 1941, on relève dans les locaux de la SNCF suffisamment de tracts contre l'occupant pour que la direction s'en inquiète.
Les tracts émanent des cheminots communistes qui, avec l'invasion de l'Union soviétique par les nazis en juin 1941, entrent en résistance. Ils mettent directement en cause le ministre des Transports, Jean Berthelot. Ce dernier estime qu'il importe plus que jamais de détruire le communisme en France. Il évalue les cheminots communistes à 100 000, soit 20% du personnel. Ils sont donc trop nombreux pour être tous révoqués. Berthelot demande alors au président de la SNCF d'établir le fichier des plus dangereux. Sur le plateau des dossiers de l'écran, en 1969, le cheminot syndicaliste résistant Robert Herniaud témoigne. Chaque cheminot en activité de service était fiché. Les fiches ne consistaient pas à évaluer la valeur professionnelle de chaque cheminot, mais surtout à évaluer son opinion politique syndicale. Ces fiches ont notamment servi à réaliser, à établir des listes de suspects qu'il fallait, selon les indications données, mettre hors d'état de nuire. Et en premier lieu de ces suspects, il y avait notamment les communistes et les syndicalistes. Le ministre Berthelot demande ensuite explicitement au président Fournier de transmettre aux préfets régionaux la liste des agents relevés de leurs fonctions pour propagande communiste en vue de leur arrestation. Les effets ne se font pas attendre. En novembre 1941, le directeur général Robert Le Benneret se félicite de ce que 1290 agents ont été suspendus, révoqués, licenciés ou internés pour raisons politiques. Et j'ai vu les premières arrestations. Je me souviens d'un collègue qui travaillait donc au milieu des colis, là devant les guichets de bureau. Et il était 2h de l'après-midi, peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement précisément. Mais bref, on est venu, donc des policiers français l'arrêter. Et on était très, très marqués, tout le bureau, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, dévoué, très sérieux, un excellent travailleur. Et on a su donc, parce qu'il était communiste. Ça a été les premières arrestations que j'ai vues donc, dans ce service. Malheureusement, après, ils se sont multipliés. Tandis que cette politique d'exclusion sévit, les premières actions de résistance signalées à la SNCF sont sporadiques et émanent essentiellement d'individus isolés. Mais vous savez, les cheminots, ils ont fait une très grande résistance, mais chacun à sa petite façon. Mais des choses que beaucoup ont fait, c'est pas personnel. Retourner les étiquettes des wagons qui se sont promenés en Tour de France pendant des mois. Et puis moi, on me disait, alors la petite, il y en avait un qui était de la résistance, c'était un gars qui avait une jambe de bois de la guerre de 14. Alors il me disait, alors la petite, toi tu vas grimper sur le haut du wagon, et quand c'était des foudres de vin, on versait un produit chimique pour que le vin tourne. Pour que quand le vin arrivait chez les Allemands, il était tourné, il était plus buvable. Enfin, ça c'était des petites choses qui ont été faites. Qu'est-ce que tu fais là? T'occupe pas, tire-toi, c'est pas le moment de rester. Et alors, nous autres cheminots, dans la région d'Hirson, dans l'Aisne, dans le Nord, un peu partout,
nous avons, et moi-même, j'ai créé et organisé un groupement de résistance. Mes moyens étaient très limités. Je n'avais pas la bénédiction papale de Londres, puisque j'étais un isolé. Je vais donc me battre avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec mes connaissances personnelles, n'est-ce pas, au point de vue SNCF. Alors, j'ai pris une clé, moi et mes copains, clé à tire-fond. J'ai déboulonné les rails. Et puis, l'affaire s'enchaînant bien, j'ai, je crois, devenu un technicien en la matière, puisque j'ai réussi 37 trains à Hirson, dans la périphérie d'Hirson. Pour faire dérailler les trains, rien de tel qu'une bonne clé, une bonne équipe. 9 minutes après, le train était dans le sable. Ça allait très vite, ça faisait pas de bruit, et un résultat 100% garanti. Un jour, on ira le faire tous les deux. Ce qui m'a poussé à prendre ces risques, c'est parce que j'avais une grand-mère extrêmement patriote. Elle avait perdu son fils à 20 ans à la guerre de 14. Et j'ai trouvé que nous, les jeunes, on devait en faire autant dans un autre sens. À l'image de la population dans son ensemble, les cheminots résistants sont une minorité. Parmi eux, le contrôleur technique à Arras, Eugène Dalandre, rédige et dépose ses propres tracts dans les gares et les trains. Il diffuse ensuite les journaux de la Résistance. Il convoie des aviateurs britanniques jusqu'à Paris, pour le compte des réseaux Pat O'Leary et Comet, et renseigne le réseau Century sur la production des usines qui travaillent pour le compte de l'Allemagne. Eugène Dalandre est arrêté le 20 juillet 1943, en même temps que son épouse et son fils Edgar, qui participaient à ses activités. Il est fusillé à Bondu le 27 décembre 1943. Je me suis douté de certains qu'on faisait. Bon, j'en parlais pas parce que moins on parlait à l'époque. C'était la loi du silence, madame. On ne parlait pas franchement. Parce que vous ne saviez pas à qui vous parliez, et la personne qui était à côté de vous, on ne savait pas qui elle était. Il y avait le mot est peut-être dur, mais on avait une suspicion sur les personnes qui vous entouraient. Vous voyez ? On avait une suspicion. La confiance à 100%, à l'époque, n'existait pas. Il fallait vraiment être sûr. Des sabotages se produisent dès l'été 1941, notamment dans la région parisienne et le Nord-Pas-de-Calais. Dès ce moment, le commandement militaire allemand en France introduit le principe des otages. L'occupant se montre intraitable. À la fin du mois d'avril 1942, un train de permissionnaires allemands regagnant Cherbourg déraille à 17 km de Caen. 10 Allemands sont tués. En représailles, 84 personnes, juives et communistes, sont déportées et 28 communistes sont fusillés au Mont-Valérien. Et 6 hommes furent arrêtés comme otages. Mais ici s'efface le pouvoir des mots. Cabet!
1942, le ministre des Transports, Jean Berthelot, est remplacé par l'homme fort du régime, Jean Bichelonne, qui jouit d'un grand prestige parmi les technocrates. On lui prête une intelligence exceptionnelle. Bichelonne, que les positions pro-allemandes de Laval ne gênent pas, profite au contraire de la collaboration avec l'occupant pour lancer un programme de modernisation du pays et participer au développement d'une politique industrielle à l'échelle européenne. La conquête d'immenses territoires sur le front russe décuple les besoins de la Reichsbahn, tant en personnel qu'en matériel. En juin 1942, Albert Speer, ministre de l'Armement et des Munitions, vient en personne à Paris pour demander à Pierre Laval la livraison de milliers de locomotives et de wagons supplémentaires et de 2500 km de voies ferrées. La direction de la SNCF se consacre tout entière aux défis que lui impose la situation. Assurer toujours plus de trafic avec de moins en moins de moyens. L'obsession du rendement à l'œuvre dans l'entreprise porte ses fruits. Malgré une réduction de 40% du nombre de wagons, le trafic augmente. Le 30 septembre 1942, devant son conseil d'administration, le président de la SNCF, Pierre-Eugène Fournier, n'est pas peu fier du bilan du trafic voyageur. Au détour des copies carbone, on trouve la mention de trains spéciaux. Sur les 2 dernières lignes figurent 4 trains d'Israélites venant de Bonne-la-Rolande, Oloron, Pithiviers et Portet-Saint-Simon, à destination de l'Est et du Bourget. La SNCF évoque les inconvénients très sérieux du retard du train spécial du 24 août. Parti de la gare isolée de Portet-Saint-Simon au sud de Toulouse, il a mis en plein mois d'août 27 heures et 26 minutes pour transporter des familles juives au nord de Paris, à la gare du Bourget de Drancy, près du camp de transit. La SNCF ne s'intéresse pas à la nature de ce qu'elle transporte. Elle se plaint seulement d'un retard qui a désorganisé l'ensemble du trafic des trains commerciaux. Quant aux autres convois mentionnés lors de ce conseil d'administration, ils sont partis des camps du Loiret, Pithiviers et Bonne-la-Rolande, directement pour Auschwitz. L'année 1942 marque un tournant décisif. C'est le début des déportations des Juifs vers les camps de concentration et d'extermination. Le premier convoi part le 27 mars 1942, avec 1112 hommes, venant des camps de Compiègne et de Drancy. Parmi eux, il y a l'ingénieur en charge de l'électrification de la ligne Paris-Lyon, Henri Lang. Arrêté par les Allemands, il meurt d'épuisement 6 semaines après son arrivée à Auschwitz. Les archives de la SNCF ne possèdent que peu de documents concernant ces convois dits spéciaux. Elles permettent cependant de reconstituer ce qui s'est passé durant l'été 1942. Ce rapport rend compte de réunions qui se sont déroulées à Vichy avec l'occupant et la police française entre le 15 juillet et le 4 août pour organiser la déportation. Des représentants de la SNCF y participent et préparent consciencieusement les conditions techniques de ces transports ferroviaires. Les convois sont prévus pour 1000 personnes et 150 gardes. Pour faciliter la surveillance, le ministère de l'Intérieur demande à ce que les trains spéciaux soient composés de wagons de marchandises, dits wagons couverts. L'aménagement des wagons relève de la police qui fournit la paille de couchage et les vivres de voyage. Pour désigner ces convois, la SNCF propose pour des raisons de discrétion le nom de code Transport IAPT, israélite, allemand, polonais et tchécoslovaque. Toujours par souci de discrétion, elle suggère en outre que la soudure des convois soit effectuée en dehors des gares et que le départ de ces trains se fasse tôt le matin, de préférence entre 6 et 7 heures. Tous ces documents d'archives révèlent à quel point l'entreprise est consciente du caractère particulier de ces convois. La SNCF n'est certes qu'un exécutant,
Mais les exigences des commanditaires, les Allemands, relayées par le ministère de l'Intérieur, ne lui permettent pas d'ignorer de quoi il est question. Les transports de déportation des Juifs ne se font pas à son insu. Dans toutes les gares françaises, les convois sont étroitement surveillés par les Allemands. La SNCF doit fournir des véhicules ne présentant aucune anomalie qui pourrait favoriser les évasions. Ces trains doivent être conduits par des cheminots français jusqu'à la frontière allemande où s'effectue le changement d'équipe. Dans les archives départementales du Loiret, on trouve un courrier du service commercial de la SNCF daté du 15 septembre 1942. Son directeur écrit au préfet au sujet des trains qui sont partis des camps du Loiret directement pour Auschwitz. Il voudrait savoir à qui, du préfet ou du ministère de l'Intérieur, il doit envoyer la facture du transport de l'escorte française. Ainsi donc, si les autorités d'occupation s'acquittent des frais de déportation depuis la France vers les camps situés en Pologne et en Allemagne, les coûts de transfert des Juifs d'un camp à l'autre sur le sol français, tout comme ceux des escortes, sont, eux, pris en charge par l'État français. Alors, 15 septembre 1942, 20 ans en 42. Cela fait 2 ans que je travaille comme employé aux écritures en gare de Pantin, au service des expéditions. À nouveau, c'est la guerre, l'occupation allemande, les alertes, les arrestations, les bus de la RATP bondés de malheureux que les Allemands mitraillettes braqués débarquent sur la passerelle direction Quai 3. Là, que deviennent-ils? Point d'interrogation. Ça a duré pendant une période de 2 mois peut-être, à peu près. Quand il y a eu les grandes arrestations, et là sans arrêt, qui ne connaissait pas le Quai 3? Ils partaient pour Drancy. Et de là, après, destination dont ils ne sont jamais revenus. Tout le monde était au courant. C'était vécu par tout le monde. Mais qu'avez-vous vu exactement? Vous voyez passer, c'est pas difficile, devant le... Moi, mon bureau se trouvait... la gare de Pantin est comme ceci, un immense trottoir au départ. Bon, le service des expéditions était en bout, et on voyait arriver les autobus verts à plateforme de la RATP de l'époque. Ils arrivaient comme ça, donc ils passaient devant le bureau, vous voyez. C'est comme ça qu'on les remarquait. Et ça, vraiment, ça avait traumatisé tout le monde. C'était des hommes? Ah, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, il y avait de tout. Ils étaient tassés comme des sardines, je ne peux pas vous dire. Ils collaient, les mains étaient collées comme ça le long des vitres. Je n'oublierai jamais ces images. C'était atroce. Mais ça, c'est reste gravé à jamais. Je me rappelle un peu de la silhouette de cet immeuble-là. C'était à l'aube, très tôt le matin, il fallait partir à 3-4 heures du matin de Drancy. Tout ça se passait dans la nuit, quoi. Entre la nuit et l'aube. Mais à l'aube, on était des gens... Mais on nous faisait monter. J'étais collée à mon père pour pas le perdre. Pour être dans le même wagon. Moi, ce que je vois, c'est le train qui est devant moi, les wagons ouverts, et nous qui sommes devant. Et maintenant, on est groupés, on nous a poussés brutalement pour se grouper. Schnell, il faut monter, et Schnell, en même temps,
on nous pousse brutalement, ou même certains qui ne vont pas encore assez vite reçoivent des coups. Et je ne sais pas, j'espère que les miens n'avaient pas reçu de coups. Et maintenant, on est tous debout dans le wagon, puisqu'il fallait faire vite, personne ne s'est installé. Et quand on a verrouillé le wagon, eh bien, nous étions dans la pénombre. Il y a dans le wagon un petit bébé. Quelques mois probablement, 6 mois, 9 mois, je ne sais pas. Et ma mère, dans un coin du wagon, chante cette comptine qui est une chanson d'enfant. Il est difficile de tromper sa maman. Et j'ai encore dans l'oreille l'air de ma mère, l'air chanté par ma mère, pour endormir le petit bébé qui est avec sa mère dans le wagon. Bon, donc ça c'est un souvenir extrêmement important parce que c'est la dernière fois que j'ai entendu chanter ma mère, évidemment. Voilà. Dans les gares, des cheminots se retrouvent témoins impuissants des conditions inhumaines de transport. Ils tentent alors parfois d'apporter leur aide aux déportés, au cours du trajet les conduisant vers l'Est. Un train s'est trouvé bloqué sur les rails voyageurs. Et donc, d'un seul coup, on a vu ce train de marchandises avec il y avait des genres de fenêtres, si vous voulez, entièrement grillagées, du gros grillage. Et on voyait des visages au travers. Et donc, ça a été, en l'espace de, je ne peux pas te dire, moi, ça m'a paru quelques minutes, j'en sais rien. Tout le monde s'est trouvé, venez voir ce qui se passe, mais tout le monde s'est sorti. C'était des bureaux, c'était des services, de tous les services. Et les gens se sont précipités vers ce train. Et à l'époque, on avait souvent qu'un casse-croûte ou enfin la ration de la journée qui n'était pas très grosse. Et tout le monde donnait. Et c'était aller chercher de l'eau, aller chercher des bouteilles d'eau. Et ça a été, voyez-vous, un va-et-vient qui a duré, même avec les Allemands mitraillettes au poing et qui hurlaient comme des... Je ne peux pas vous dire à quel point. Raus, 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 on l'a entendu. Et donc, il y a eu un élan, voyez-vous, quand même, qui s'est fait spontanément. Donc, c'est pour ça, je veux dire, résistance, c'est le mot où c'était plutôt dans la tête que ça se passait, en ce qui concerne une grande majorité de gens. Ils n'étaient pas dans une organisation, voyez-vous. Ils s'engageaient très souvent sans le savoir, mais volontairement aussi, dans une réaction humaine, tout simplement. Ce type d'engagement spontané qui laisse peu de traces, on le retrouve dans le rapport d'un chef de gare qui témoigne de ce qui s'est déroulé le 11 septembre 1942. Ce jour-là, près de 600 Juifs du nord de la France sont raflés et réunis dans une gare de marchandises à Lille. 23 cheminots vont alors, à leurs risques et périls, contourner l'étroite surveillance des Allemands pour petit à petit faire sortir de la gare, puis mettre en sûreté une quarantaine d'entre eux, dont la plupart sont des enfants. Cet épisode n'est connu que depuis quelques années. Il s'agit pourtant du plus grand sauvetage réalisé en Europe par des cheminots. Pendant ce temps, les appartements des familles juives sont vidés de leurs meubles, de leurs draps, de leur vaisselle. Ils sont envoyés dans les foyers allemands pour remplacer ceux détruits lors des bombardements.
Ainsi, 26 984 wagons chargés de mobilier, soit 674 trains, partent vers le Reich. L'année 1943 est marquée par la défaite de Stalingrad, un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. La situation militaire de l'armée allemande se détériore nettement. Pour compenser le manque de main-d'œuvre en Allemagne, l'occupant impose alors au gouvernement de Vichy la mise en place du service du travail obligatoire, le STO. Le ministre Jean Bichelon est étroitement associé au STO, qui dès février 1943 contraint les jeunes à partir en Allemagne. En à peine un an, plus de 600 000 jeunes Français partent ainsi travailler dans l'industrie de guerre du Reich. La population réagit mal à ces départs forcés. À Romans-sur-Isère, elle proteste et envahit les voies pour empêcher le départ des trains. Pour échapper au STO, nombre de jeunes gens rejoignent les rangs de la résistance, qui rompt alors son isolement en trouvant quantité de soutien et de relais dans tous les milieux. Moi, j'ai commencé la résistance dans un mouvement défense de la France, qui est surtout... nous diffusons un journal clandestin qui porte le même nom, d'ailleurs, Défense de la France. Enfin, pour moi, dans la région parisienne et la région versaillaise, aux usines Renault, etc. Avant, et je rejoindrai mon frère en 1943, qui était rentré dans le réseau de renseignement Mithridate, pour lequel ma mère travaille aussi. Et mon père sera arrêté aussi pour la même raison. On allait chercher des armes à bicyclette dans des cannes à pêche, dans des jeunes arbres, des pousses d'arbres, et bien cachés. Et dans la remorque, on avait un double fond sur la remorque, et on mettait les grenades, etc. Et on faisait le saut comme ça, et on a fait un dépôt d'armes à la Flèche. Et mes parents avaient une grande maison, et c'était en deux parties, séparées par une cour. Et il y avait une pièce en haut, et c'est là que je me réunissais avec le drapeau, et je prenais chaque camarade pour former un groupe de 12 à peu près quand on était arrêtés. Au cours de l'été 1943, la résistance, qui organise un nombre croissant de sabotages ferroviaires, va solliciter le savoir-faire des cheminots. Les sabotages ont été favorisés d'abord par les cheminots, mais réalisés en très grande partie par des maquis locaux, par des organisations locales, quelques-unes dirigées par des cheminots, d'autres par des non-cheminots. Lorsque nous arrêtions un train pour le faire sauter quelques kilomètres plus loin dans un tunnel, parce que les sabotages dans les tunnels, dans cette région de montagne, immobilisaient plus longtemps la voie, il est bien évident que les cheminots, non seulement étaient dans le coup, mais sans leur assistance technique, nous aurions raté nos opérations, parce qu'ils nous expliquaient comment il fallait faire. Ordre de former un convoi de 12 trains. Le premier train S 1504, 322, 425. L'objectif de la résistance est la transmission aux forces alliées des mouvements de l'armée allemande et le sabotage des lignes, des matériels et infrastructures ferroviaires. Il suffirait de le faire sauter. Le jeune Jean-Guy Bernard, responsable du réseau de résistance NAPFER, cherche à recruter des cadres au sein de la SNCF. Entré à Polytechnique en 1938 et exclu en tant que juif en 1940, il est l'un des pionniers de la résistance. À l'automne 1943, il contacte Louis Armand, son aîné de 12 ans, polytechnicien comme lui, cadre dirigeant de la SNCF. Des ingénieurs, des cadres de l'entreprise, des hauts fonctionnaires du ministère des Transports prennent enfin leur distance par rapport à la politique de collaboration et rallient de plus en plus la résistance. Coupez le courant. Faudra attendre 1 heure. Devant la multiplication des actes de sabotage, la direction de la SNCF redoute le développement d'une résistance efficace et coordonnée au sein même de l'entreprise. Au début de l'année 1944, Bichelon somme les cheminots d'assurer le meilleur rendement possible
et menacent de lourdes sanctions ceux qui failliraient à leur devoir envers la nation. Cette initiative est mal reçue au sein de la SNCF, d'autant que le contrôle allemand ne cesse de se renforcer. Corrélativement aux attentats de la Résistance, les bombardements alliés augmentent. Dans la perspective du débarquement, ils visent avant tout les gares de triage et les voies ferrées pour empêcher les Allemands de déplacer leurs troupes vers la façade atlantique. Le réseau est de plus en plus désorganisé. Dans une logique assumée d'exercice de la terreur, les Allemands multiplient actes de répression et exécutions. Dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, à Ask, près de Lille, un sabotage fait dérailler un convoi transportant un bataillon allemand. Les 400 hommes sont sains et saufs. 20 minutes plus tard, 4 groupes de Waffen-SS se déploient dans les rues du village. La rafle débute. Les commandos mitraillent les façades, défoncent les portes, pillent les maisons et emmènent jeunes et vieux sur la voie ferrée, sans même leur laisser le temps de s'habiller. 86 hommes sont fusillés, dont 22 cheminots. Le 4 avril, Radio Paris annonce que 86 terroristes ont été fusillés à Ask, dans le Nord. Un mois plus tard, c'est la même propagande qui est à l'œuvre dans les actualités cinématographiques. À Vichy, c'est au milieu des gens du rail que le maréchal a tenu à passer la fête du travail. Au milieu des cheminots et des veuves de ceux qui sont tombés à leur poste, victimes des attentats terroristes ou sous les balles des mitrailleuses anglo-américaines. Si les rangs de la résistance s'étoffent, leurs membres sont aussi pourchassés, arrêtés, torturés, déportés ou exécutés. On nous a enfournés dans les wagons, poussés, la promiscuité. On était 100, plus de 100 par wagon. Et en principe, on se retrouvait à peu près avec des résistants en principe. Il y avait des gens qui avaient été pris dans les rafles, qui ne savaient pas pourquoi. Vous aviez des gens qui étaient parti communiste, qui étaient juifs, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup. C'était surtout les résistants. Et alors là, c'est le calvaire qui a commencé, et on s'en souvient, et on s'en souviendra toute notre vie, parce que il faisait très froid dehors, c'était en plein mois de janvier, et à l'intérieur, il faisait chaud, mais alors une chaleur terrible, et tout ça pendant 3 jours, sans manger. C'est la soif qui était le plus pénible. La soif, c'est affreux, c'est pire que la faim. On avait une musette avec de la victoire et des victoires, mais on ne pouvait pas le manger tellement on avait soif. Alors, notre train est donc parti en principe, lorsqu'on va être enfourné dans ces wagons, les portes vont être avec un seau d'eau et un seau pour nos besoins, les wagons vont être fermés, évidemment, les portes vont être fermées, nous sommes enfermés là-dedans, il fait très chaud déjà, nous mourons de soif, et nous sommes près d'une centaine, un seau d'eau c'est pas beaucoup. Et le train va démarrer, je crois, ne pas me tromper, dans la soirée. Donc nous sommes restés presque la journée dans le train. De 1942 à 1944, près de 87 000 résistants et 76 000 juifs vont être acheminés vers les camps de concentration et d'extermination dans les trains de la SNCF. Par l'interstice des wagons, des petits bouts de papier ont été jetés des trains de déportés, comme autant de bouteilles à la mer. Ces messages témoignent des conditions dans lesquelles ils ont été écrits. Dans la pénombre, la promiscuité et les chaos du train. Ils ont été notés sur une carte de visite, une feuille de cahier scolaire, une page déchirée d'agenda.
Ils ont été ramassés le long des voies ferrées par les cheminots qui les ont fait suivre à leur destinataire. À Nogent-sur-Seine, l'un d'eux écrit « Étant employé à la SNCF, j'ai donc eu l'horrible vision de voir passer tous ces pauvres gens déportés, sans pitié, puisqu'ils étaient dans des wagons à bestiaux. Cette lettre me fut jetée au passage avec 16 autres. Nous vous disons courage, car nous sommes de tout cœur avec vous. Chère maman et frères et sœurs, je vous écris ce petit mot. Je suis dans le train et j'écris mal. On est 45 dans les wagons à bestiaux et chaotés. Ma chère Ida, en ce moment où je t'écris, je suis dans un train, ou plutôt dans un wagon à bestiaux avec 50 femmes. Nous roulons vers Metz, et de là nous partons en Allemagne ou en Pologne. Tu n'auras sûrement plus d'autres nouvelles de moi. Le spectacle est terrible. Comme nous sommes complètement enfermés dans le wagon, on fait tous nos besoins à l'intérieur. Ma petite femme bien-aimée, le sort en est jeté. Je roule vers la déportation. Je te demande de faire comme moi, rassembler tout ton courage et espérer. Si j'en sors, alors j'espère que nous vivrons heureux. On nous a trompés et menti. Nous sommes en train pour Auschwitz. Notre fin est imminente. Écrivez à Vittel que dans quelques jours, nous sommes morts. La longue phase de la libération, inaugurée par le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, met le chemin de fer aux avant-postes de la lutte. C'est le déclenchement du plan vert. Un plan chargé de paralyser par tous les moyens le réseau ferré et les convois allemands. À cette date, Jean-Guy Bernard n'est plus aux commandes de la résistance au sein de la SNCF. Arrêté en janvier 1944, il est déporté par l'un des tout derniers convois à Auschwitz, d'où il ne reviendra pas. C'est alors Louis Armand qui supervise le plan vert. Nous avions tellement l'habitude alors, à ce moment-là, des possibilités de sabotage, sans savoir quelquefois qui sabotait. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, que nous avons par exemple immobilisé entièrement le dépôt de Lille. Alors ça, je m'en souviens, plus une machine sortait de Lille. Si bien que les Allemands n'ont vraiment pu faire rien circuler de ce qu'ils avaient projeté de ramener aussi bien de l'Est ou de l'Allemagne vers le front de Normandie. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu un PC de sabotage chemin de fer. Alors à ce moment-là, c'était la bataille. Tandis que les combats de la libération se déroulent, la direction de la SNCF fait en sorte que des convois de déportation partent malgré tout. À Dijon, il y a toute une population qui nous crie à nos wagons de déportés qui sont là, politiques et juifs, Le Mans est libéré. Donc pour nous, le fait de savoir que les Américains sont en plein dans l'ouest de la France, évidemment, pour nous c'est un réconfort extraordinaire, à telle enseigne que je pense que pour certains d'entre nous, peut-être moi, nous nous sommes dit que jamais nous n'arriverions en Allemagne. Par le train, les Américains seraient là avant. Début août 1944, à l'approche des armées alliées de la capitale, la CGT clandestine appelle les cheminots à entamer une grève pour accélérer la libération. Les ouvriers de Batignolles débrayent. Le mouvement s'étend progressivement aux 17 dépôts de la région parisienne. Le 10 août, la grève est lancée à la SNCF. Jusqu'au débarquement, on avait les sortes d'exécuter la maintenance comme il faut, pour éviter tous les incidents, des fois qui se produiraient dans des gares à moitié de parcours, parce qu'à ce moment-là, les Allemands, ils badinaient pas, ils fusillaient le personnel de la gare et l'équipe de conduite.
C'était trop risqué, Alors après le débarquement, il y a eu des actes de sabotage, oui. Mais ça, on s'est mis en grève insurrectionnelle le 10 août. Alors à ce moment-là, il fallait pas venir traîner au dépôt, parce qu'on aurait passé un mauvais quart d'heure. Des heurts sanglants opposent ici et là l'occupant aux grévistes. On se bat autour des dépôts, près de la gare de Lyon. Au dépôt de la Villette, les grévistes sont attaqués par les Allemands, qui sont repoussés jusque dans les rues du 18e arrondissement. C'est au matin du 15 août 1944 que Jacqueline Fleury quitte la prison de Fresnes pour rejoindre la gare de Pantin, d'où elle partira le soir même dans un convoi de résistantes vers le camp de Ravensbrück. Je me rappelle de la traversée d'une partie de Paris, où quelques Parisiens nous regardaient. Certains pleuraient. Je pense que certains avaient déjà vu passer des convois de bus parisiens, et sans savoir trop où nous allions et où étaient partis les premiers qui étaient passés devant eux. C'était quelque chose pour eux de très choquant. Le 17 août, alors que Paris se prépare pour sa libération, Aloïs Brunner, commandant de Drancy, doit prendre la fuite. Mais dans sa rage antisémite, il réussit à faire partir avec lui un dernier convoi de Juifs. Ces ultimes déportés sont contraints de rejoindre la gare de Bobigny à pied, les chauffeurs d'autobus refusant d'obéir à Brunner. Le 18 août, la grève générale éclate. L'ordre est partout accepté et obéi. Les gares parisiennes sont désertes. Paris se libère au prix d'une insurrection populaire entre le 19 et le 25 août 1944. J'ai un horrible souvenir de la libération. Ça m'a déplu, parce que moi, personne ne savait ce que je faisais. J'ai pas ouvert la bouche. Mais de voir des gens qui avaient profité de la guerre, qui n'avaient rien fait, que j'ai vu se proclamer FFI avec des brassards au bras, j'ai été écœurée. J'avais que 22 ans, mais écœurée. J'ai dit, je ne ferai partie de rien, jamais. Et je n'ai jamais fait partie de rien. Avec la libération vient l'heure de rendre des comptes. Le ministre des Transports de Gaulle estime que, la reconstruction passant au premier plan, il faut agir avec discernement. Le président Pierre-Eugène Fournier est donc maintenu à son poste pour préserver la stabilité de l'entreprise. Comparée aux autres administrations, l'épuration de la SNCF est la plus faible. Elle ne concerne qu'un pour 1000 de ses employés. Sur les quelques 500 000 cheminots, on relève seulement 467 cas d'indignité nationale, 198 révocations, 36 mises à la retraite d'office et quelques rétrogradations, blâmes et déplacements de poste. En ce qui concerne le haut de la hiérarchie, l'épuration ne touche que Robert Le Benneret et 6 directeurs généraux. Ils sont exclus par mise en retraite anticipée. Appelé à témoigner au procès Pétain devant la Haute Cour de justice, l'ancien directeur adjoint de la SNCF et ministre des Transports, Jean Berthelot, déclare lors de sa déposition le 8 août 1945 : « Je ne suis qu'un technicien et je tiens à préciser que j'ai été appelé au gouvernement pour une mission bien définie. Il s'agissait de restaurer nos voies de communication, de faire marcher les transports et d'entreprendre un programme de travaux pour lutter contre le chômage. » Avant de quitter la salle d'audience, il salue une dernière fois le maréchal. Lors de l'instruction de son propre procès, Berthelot garde la même ligne de défense. « J'indique, ce qui me paraît essentiel, que mon ministère avait un caractère purement technique et que, à cet égard, je pense que rien ne peut m'être reproché. » Jugé par la Haute Cour de justice en 1946,
Il écope de 2 ans d'emprisonnement, 10 000 francs d'amende et 10 années d'indignité nationale. La préventive couvrant la peine, il est libéré le jour même. Le ministre des Transports, Jean Bichelonne, meurt le 22 décembre 1944 dans un hôpital SS de Berlin. Il échappe ainsi à la Haute Cour de justice. Le président Fournier est enfin limogé en septembre 1946. Son camarade de promotion à Polytechnique, Marcel Flouret, qui pouvait faire valoir des titres de résistance, le remplace. Peut-être Fournier a-t-il été rattrapé par le fait qu'il avait présidé quelques mois le service des administrateurs provisoires mis en place pour spolier les Juifs. Au sortir de la guerre vient le moment de réconcilier les Français qui n'ont pas tous été, loin s'en faut, dans la résistance. Les mémoires gaullistes et communistes s'y emploient, en distinguant parmi leurs héros des cheminots. Je voudrais me tourner tout d'abord vers Louis Armand, qui occupait de 1940 à 1944 les fonctions d'ingénieur en chef au PLM. Parce qu'il a coordonné la résistance des cheminots tout en restant à son poste, le compagnon de la Libération, Louis Armand, incarne à la fois la résistance gaulliste et celle de la SNCF. Tandis que Pierre Sémard, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, arrêté en 1939 et fusillé par les Allemands en 1942, est lui mis en avant par le Parti communiste français comme l'emblème des cheminots résistants. Grâce à ce choix de figures fortes qui personnifient leur combat, communistes et gaullistes dominent ainsi le champ de la mémoire résistante cheminote. En 1945, la coopérative générale du cinéma français, d'obédience communiste, et la direction générale de la SNCF, représentée par Louis Armand, commandent un film à René Clément, La bataille du rail. Les communistes veulent rendre gloire à la classe ouvrière et aux cheminots héroïques. Mais pour la SNCF, il s'agit avant tout de célébrer l'action de l'entreprise dans son ensemble, présentée comme sans classe et sans antagonisme, et tout entière dressée contre l'occupant, ce qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité historique. En 1969, les dossiers de l'écran portent justement sur la résistance de la SNCF pendant la guerre. L'émission touche à sa fin quand Alain Jérôme donne rapidement la parole aux téléspectateurs pour une dernière question. Il faudrait apporter une réponse. Nous allons essayer de répondre vite. Alors. Oui, il y a vraiment de très nombreux téléspectateurs qui attendent ces réponses. La première, qui conduisait les trains de déportés et les cheminots ont-ils empêché beaucoup de ces trains de parvenir? Monsieur Lejeune, très vite alors, si vous voulez bien. Oui, effectivement, les trains de déportés étaient conduits par des cheminots. Mais les cheminots, c'était un cas de conscience pour eux. Ils devaient enlever des personnes condamnées à mort et ils faisaient en sorte d'arriver trop tard ou essayer de limiter les dégâts. Moi-même, j'étais dans un train à Bruxelles. Cette justification confuse traduit bien l'embarras que provoquent ces deux questions et la difficulté à leur donner une réponse précise. On a longtemps cherché en France les traces de conducteurs qui auraient refusé de conduire un train de déportés ou celles de cheminots résistants qui auraient empêché un convoi d'arriver à destination. Il faudra attendre 1998 avant de retrouver le témoignage écrit de Léon Bronchard, en service à Montauban le 31 octobre 1942, qui, en apprenant qu'il devait conduire un train de déportés politiques, refusera. Ce refus d'obéissance est unique chez les cheminots français. Il faut dire que les possibilités réelles d'intervention étaient plus que difficiles. Ces convois spéciaux, dont l'escorte était formée de gendarmes français, faisaient aussi l'objet d'une surveillance allemande étroite et souvent violente. Quant à la résistance en général, elle faisait avec ce qu'elle avait. Poser la question de savoir pourquoi elle n'a pas arrêté les trains de déportés, c'est lui prêter une puissance ou une priorité qu'elle n'avait pas. Dans les années 1990, le vent tourne insensiblement en défaveur de la SNCF,
sommé de s'expliquer sur son rôle dans la déportation des Juifs dans plus de 80 convois. Les premières plaintes contre la SNCF sont alors déposées. Prenant conscience des risques que ces plaintes font peser sur sa réputation, l'entreprise ouvre ses archives à l'Institut d'histoire du temps présent, qui confie à un chercheur, Christian Bachelier, la tâche de les exploiter. Le rapport Bachelier, remis en 1996 à la SNCF, montre bien les efforts des dirigeants de l'époque pour freiner le prélèvement de matériel par l'occupant. L'auteur de ce rapport n'a malheureusement retrouvé aucun courrier ni demande d'aucune sorte pour freiner la déportation des Juifs. Les consignes de transfert de ces voyageurs très particuliers ont été respectées et ces trains-là sont partis à l'heure. Condamnée en première instance à Toulouse en 2006 pour complicité de crimes contre l'humanité, la SNCF fait appel. En décembre 2007, le Conseil d'État se déclare incompétent pour juger les actions de la SNCF entre 1940 et 1944. Toute poursuite en France est désormais impossible. Mais en 2011, des élus des États de Californie et de Floride demandent la mise à l'écart de la SNCF des appels d'offres pour leur équipement en ligne à grande vitesse, tant qu'elle ne reconnaîtra pas son rôle dans la déportation des Juifs. La SNCF, entreprise d'État, a été contrainte, réquisitionnée, un rouage dans la machine nazie d'extermination. Nous ne l'oublierons pas. Le 25 janvier 2011, dans la gare de Bobigny, lieu de départ des internés de Drancy, le président de la SNCF, Guillaume Pépi, prononce un discours aux accents de repentance. Je veux dire aujourd'hui la profonde douleur et les regrets de la SNCF pour les conséquences des actes de la SNCF de l'époque. L'indicible, l'effroyable, tapis au bout des voies de chemin de fer, était présent en ces jours de malheur où la SNCF a acheminé ses trains jusqu'à la frontière. Elle l'a fait. Le rôle joué par la SNCF dans la déportation ne doit pas faire oublier les gestes, parfois dérisoires, parfois décisifs, de certains cheminots pour aider les déportés, ni le lourd tribut qu'ils ont payé au titre de la résistance. « 2229 cheminots ont été victimes de la répression des autorités d'occupation et du régime de Vichy entre 1940 et 1945. Ils ont été assassinés, fusillés, abattus, ont disparu en prison ou en déportation. La résistance n'a été ni plus précoce ni plus massive à la SNCF qu'ailleurs, mais leur métier pouvant faciliter l'action clandestine, les cheminots ont été plus sollicités que d'autres professions. Comme dans tout le pays, la résistance cheminote a été minoritaire d'un bout à l'autre de la période, même si ses rangs ont manifestement grossi au fil des mois et des années. Grand Prix au premier festival de Cannes en 1946, la bataille du rail connaît un succès retentissant dans le monde entier. Les qualités de sa mise en scène et de sa puissance narrative sont partout consacrées. Mais d'où vient qu'en France, le film ait pu susciter un écho aussi puissant dans l'opinion et s'ancrer ainsi dans la mémoire collective? Peut-être bien parce qu'il donnait à voir une communauté unanimement dressée contre l'occupant. Si son impact a dépassé les plus folles espérances, c'est sans doute parce que la dimension légendaire de la résistance était puissante et que cette histoire était celle que les Français voulaient entendre.